Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bienvenue, on est ravis de vous retrouver pour vous présenter Daniel Haïk qui cette fois est de l'autre côté du micro puisqu'il a écrit un livre sur la vie, on va dire la biographie du grand rabbin Henri Chili, de la tourmente à la reconstruction. C'est pour ça que vous êtes là et vous êtes en bonne compagnie puisque vous êtes, on va dire, avec un des commanditaires du livre puisqu'il n'est autre que le fils, le dernier-né de la famille du grand rabbin Henri Chili. Bonjour. Bonjour. Jacques Chili, bienvenue. Merci. Oui. Merci on est ravis de vous accueillir. Alors, on a hâte d'en savoir un peu plus sur ce livre et surtout, quelle est la genèse de ce livre? Pourquoi vous avez décidé de confier cette tâche à Daniel Haïk, puisque votre papa est quand même parti depuis plus de 40 ans? Il est difficile d'écrire sur son propre père. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire appel à quelqu'un qui ne l'a pas connu et qui avait la nécessaire distance pour l'écriture. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à quelqu'un de l'extérieur et on a choisi Daniel. Et on a bien choisi. Alors, la vie du grand rabbin Henri Chili, Daniel Haïk, est un roman, on peut le dire, puisqu'il a eu trois grandes périodes dans sa vie. D'abord, ça a démarré mal, puisqu'il était orphelin très, très jeune. Il a eu des fonctions communautaires très importantes, aussi bien avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'était pour vous? Qu'est-ce que ça a représenté d'écrire ce livre? Ça devait être assez émouvant, j'imagine. Il faut appuyer sur le micro, Daniel Haïk. Je ne connais pas les règles du métier. Alors effectivement, pour moi, je ne connaissais pas le grand rabbin Chili, effectivement. Mais je l'ai découvert, ou en tout cas, je l'ai découvert de manière plus détaillée en écrivant ce livre. J'avais entendu parler du grand rabbin Henri Chili, et je le raconte dans l'avant-propos, tout simplement parce que je viens d'une famille de rabbins aussi. Effectivement, je suis fils de rabbin et petit-fils de rabbin. Et il y a eu plusieurs carrefours où la famille Chili s'est retrouvée avec ma propre famille. Par exemple, le grand rabbin, j'ai découvert que mon grand-père, le rabbin Korchia, j'ai découvert après sa mort que dans des tiroirs, de ses tiroirs de son bureau, une lettre signée du grand rabbin Henri Chili, lui l'autorisant à arriver d'Algérie, comme il était arrivé en 1961, au moment de la guerre d'indépendance, la fin de la guerre d'indépendance, de l'indépendance de l'Algérie, l'autorisant à exercer le métier de rabbin en France, en dépit du fait qu'il n'avait pas étudié au séminaire rabbinique, comme beaucoup de rabbins d'Algérie. Et donc, c'est grâce au grand rabbin Henri Chili que mon grand-père a pu s'intégrer facilement, on va dire, dans la vie communautaire juive en France. Et puis, mon père aussi, à la même époque, il est arrivé lui avait fait le séminaire rabbinique d'Alger. Il y avait un séminaire rabbinique à Alger qui était une succursale du séminaire rabbinique du séminaire israélite de France. Et mon père avait été sollicité par le grand rabbin Saül Naouri pour être son adjoint à Nice au début des années 60. Et le grand rabbin Saül Naouri n'est autre que le gendre du grand rabbin Chili, et le mari de sa fille aînée, la sœur de Jacques, donc Nicole Naouri, qui est toujours parmi nous, qui habite aujourd'hui en Israël, à Jérusalem. Et donc, il y avait des liens. Et donc, je me sentais une certaine proximité avec le grand rabbin Chili, mais bien entendu, à la découverte de sa vie, en me plongeant dans son existence tout à fait passionnante, bien, j'ai découvert à quel point bien, c'était une personnalité extrêmement attachante, poignante. Des rabbins comme j'en ai connu, puisque mon grand-père ressemblait au grand rabbin Henri Chili. Mon père, Yvad Elechaïm, il avait des qualités que j'ai retrouvées dans le grand rabbin Chili. Donc il y avait un lien, et ça m'a poussé, bien entendu, à approfondir, à mieux connaître cette personnalité du grand rabbin Henri Chili. Le grand rabbin Henri Chili, on peut le dire, c'est un homme, je l'ai dit l'autre soir, lors de la soirée que nous avons organisée à Paris, à l'occasion de la sortie du livre. C'était un peu comme Moshe Rabbeinu. Il avait une humilité extrêmement profonde et sincère, et c'était un grand rassembleur. C'était un rassembleur et un passeur. Alors c'est ça qui est très intéressant, parce que, certes, il était rabbin, mais il avait un lien tout à fait particulier avec la jeunesse. On peut dire que c'est la trame de sa vie, que ce soit même
même avant la guerre, lorsqu'il a voulu à 14 ans, je crois, rentrer au séminaire rabbinique. C'est assez rare. Oui, alors c'était à l'époque. Ça n'existait même pas. Voilà, d'ailleurs. Il était orphelin, il était à l'école, à l'orphelinat des Cigognes à Haguenau, et il a reçu une bourse parce qu'il était un bon élève. Il a reçu une bourse du séminaire rabbinique qui décernait une bourse qui permettait aux jeunes donc de venir faire des études. C'est-à-dire des études secondaires avant de faire les études rabbiniques. C'était une sorte d'école juive avant la lettre, à l'époque où il n'y avait pas d'école juive encore. Et donc, il est rentré au séminaire effectivement très jeune. En 1921, il est resté 10 ans au séminaire rabbinique. Donc, il a vécu une bonne partie de sa vie avant d'y revenir en tant que directeur. Eh bien, il a bien connu donc le séminaire rabbinique. Et très rapidement, on peut dire, toutes les personnes qui l'ont connu. Et c'est valable pour tous les carrefours, toutes les grandes périodes de sa vie, insiste sur sa personnalité très attachante, sur son humanité, son caractère, sa gentillesse, sa bienveillance, sa bonté naturelle. Et c'était un homme qui par exemple, le grand rabbin Jules Boer, qui était le directeur du séminaire rabbinique lorsqu'il est arrivé en 1920, tout de suite été attaché par ce jeune garçon et il l'a presque adopté. Et on retrouve cet attachement dans toute la vie du grand rabbin Henri Schily. C'est un homme qui est attaché, qui était très proche des autres et qui allait au-devant de son prochain, au-devant des Juifs à toutes les périodes de l'histoire et en particulier au moment de la Shoah. Alors justement, pendant la guerre, il a été aumônier des camps d'internement, parce qu'il y avait bien sûr des camps d'internement dans le sud de la France. C'est une période charnière où il a sauvé énormément d'enfants. On ne le sait peut-être pas, en tout cas la nouvelle génération peut-être ne peut pas être au courant, puisque c'est le premier ouvrage qui sort sur sa vie. Alors, comment vous avez fait ? Vous aviez des documents personnels, Jacques ? Vous aviez D'abord, précisons que ce n'était pas le seul aumônier. Oui, bien sûr. Il y a eu beaucoup de rabbins qui ont participé comme aumôniers au sauvetage des enfants, certaines fois des parents. Et donc, lui a été l'aumônier régional de la région de Montpellier, là où il était rabbin également. Et par la suite, il a succédé au grand rabbin René Hirschler, Zichrono Livracha, qui a été déporté. Qui était l'aumônier général des camps. Qui était l'aumônier général des camps et ancien grand rabbin de Strasbourg, qui a été déporté fin 1943. Et le consistoire a demandé donc à mon père de lui succéder à une période qui était la période... Au péril de sa vie, de sa vie, j'imagine. Et il a accepté, il aurait pu refuser, mais il a accepté... C'était un homme qui, d'apparence, était relativement frêle, mais c'était un homme extrêmement courageux. C'est un homme qui n'a jamais failli dans sa mission rabbinique et également dans ses efforts à aller vers le prochain. Et il l'a fait de manière admirable pendant la guerre, mais il l'a fait aussi à de multiples reprises après la guerre pour sauver, en tout cas pour redonner vie au judaïsme de France qui était un peu traumatisé par la Shoah. Alors, comment ça s'organisait ? Comment il arrivait à sauver ses enfants ? Il faisait des faux certificats de baptême ? D'abord, il a été aidé aussi bien par beaucoup de non-juifs, notamment le secrétaire général de la préfecture de Montpellier, Camille Ernst, qui a été par la suite nommé juste des Nations. Il y avait beaucoup de gens moins connus, des non-juifs, des prêtres comme le père Roger Braun, qui a été également nommé, qui a été un ami, mais qui a été également juste des Nations. Il y a eu des gens de toutes sortes, je dirais des gens aujourd'hui dont moi-même je ne connais pas les noms et qui l'ont aidé il n'a pas disons fait cela seul.
il a eu beaucoup d'aide. Non, c'est pas parce que je veux diminuer son mérite. C'est sûr que non, mais c'est vrai que c'est pour donner l'ampleur de cette mission et de cette mise en danger. Et d'ailleurs, il n'a jamais voulu, en fait, ce qui est vrai, c'est qu'après la guerre, un de ses amis très proches, l'historien Robert Aron, a voulu qu'il écrive ses souvenirs de guerre. Et mon père n'a pas voulu le faire pour différentes raisons. Mais je crois que pour lui, il avait une certaine pudeur à ne pas étaler, je dirais, ce qu'il avait fait, parce qu'il considérait que c'était normal de le faire. Alors justement, c'était pour ça qu'il fallait attendre si longtemps pour raconter tout simplement sa vie. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Parce qu'il a bien fallu avoir un déclic à un moment pour passer du projet de livre à vraiment passer le pas et éditer ce livre. Le déclic, je dirais, c'est des personnes que nous rencontrions, aussi bien moi que mes sœurs, que ma sœur Nicole. Ça a pu être en Israël, à Paris. Des gens qui vous accostaient ? Oui, des gens que par hasard on rencontrait dans des mariages. Ah, j'ai fait la bar mitzvah avec votre père à Montpellier en 1942. Ah, je l'ai rencontré à Valence, parce qu'après il a été rabbin de Valence après Montpellier. Et comme ça, des personnes de plus en plus. Et je dirais pas tous les jours, mais presque tous les jours, on avait comme ça des histoires. D'ailleurs, je dois dire pour la petite anecdote, c'est que Jacques, lorsqu'on a commencé la préparation, le travail de rédaction de ce livre et qu'on a commencé à interroger des gens, c'était il y a 3 ans, il y a eu la Haskara, le Yahrzeit des 40 ans de la disparition du grand rabbin. Et donc j'ai proposé d'organiser une soirée à cette occasion. Et Jacques m'a dit, mais tu verras, les gens ont oublié, etc. Ça fait 40 ans qu'ils ont passé de ça. Et finalement, on a organisé ça à la synagogue de la rue Chopin à Jérusalem. C'était plein. Il y avait plusieurs centaines de personnes. Et je lui ai dit, tu vois... les gens n'ont pas oublié. Les gens n'ont pas oublié. Et je crois que les gens n'oublient pas les gens qui se sont dressés sur leur chemin et qui leur ont tendu la main. Ils n'oublient pas et ils s'en souviennent toute leur vie. Et tous les témoignages que nous avons recueillis au cours de ces 3 dernières années, c'est toujours le même son de cloche, c'est-à-dire la même empathie, la même bienveillance de ce grand rabbin qui était... de taille, il était petit, mais il était grand. Et je disais toujours, j'ai cité son ami Robert Sommer, qui était une personnalité dans la communauté juive de France, qui disait, après sa disparition, nous ne savions pas à quel point il était grand, tellement lui, il se faisait petit. Est-ce que vous pensez, Daniel Haïk, vous qui avez écrit ce livre, bien sûr, avec des tas de documents, avec des recherches personnelles, puisque 3 ans c'est long, j'imagine que vous avez dû travailler dur pour sortir un bel ouvrage très bien documenté, avec beaucoup d'anecdotes, il faut bien le préciser. Est-ce que vous pensez que ce rabbin, qui était très orthodoxe, avait une vision qui nous manque un peu aujourd'hui du judaïsme, très ouverte aussi? Alors je disais ça nous projette après la Shoah. Lors de ses responsabilités en tant que directeur du séminaire rabbinique, il a été directeur du séminaire rabbinique à partir de 1950-51, pendant 25 ans. Il a été pendant 3 ans le grand rabbin de France par intérim avec le grand rabbin Kaplan, à la disparition du grand rabbin Isaïe Schwartz. Ce qui est important, et peut-être que parfois on a tendance à l'oublier, c'est la période entre 45 et 50, cette première période de la reconstruction. Eh bien, le grand rabbin Shili savait sortir des sentiers battus. Il était rabbin du consistoire, mais il allait partout où il fallait être. Il ne restait pas dans sa communauté, il n'attendait pas que les fidèles viennent à la synagogue, il partait au-devant des fidèles. Et c'est extrêmement marquant. Il l'a fait, c'est un rabbin qui est sorti des sentiers battus véritablement. Il a été le premier à soutenir Manitou, le rabbin ashkénazi, alors que Manitou n'était pas en odeur de sainteté au consistoire. Au moment de la création de l'école d'Orsay, il était le seul, au début, le premier rabbin consistorial qui a enseigné
enseigné à Alors, vous me tendez Orsay. la perche, je suis obligée de dire cette très belle citation qui est en préface de votre livre. Un homme comme le rabbin Shili existait, et cela voulait dire que Dieu existe. C'est une citation de Manitou. Oui. Manitou, considéré comme l'un de ses maîtres, le grand rabbin Shili, et il lui a ouvert les portes du séminaire. De même que lui était donc très présent à Orsay, à l'école d'Orsay, l'école Gilbert Bloch. Il lui a ouvert les portes du séminaire. Le grand rabbin Henri Chili a été aumônier général des EI tout de suite après la guerre. Ça, on l'oublie par contre. Tout de suite, non, mais on l'oublie. Les EI se souviennent très bien, les anciens EI se souviennent très bien d'Henri Chili. Pour les jeunes générations, c'est bien de le préciser parce que ça montre un peu la diversité de ce personnage. Il allait au moment, après la guerre, il allait dans les maisons d'accueil des enfants de Lausée, des orphelins de Lausée. Il y avait des milliers d'orphelins. Il allait leur parler, il allait leur donner des cours. Et il y a des témoignages qu'on a recueillis qui sont particulièrement émouvants. Une dame, Suzanne Lissac, que j'ai retrouvée le soir de la soirée, que je n'avais pas connue, mais dont on a cité son témoignage qui était particulièrement poignant, qui se souvient de l'enseignement du grand rabbin Chili lorsqu'elle avait à peine 9 ans. Donc, avant d'être, tout en étant un rabbin consistorial, et également un rabbin consistorial d'un style, on va dire, plus nouveau, plus moderne à l'époque. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, je le disais, il a fait la transition entre les rabbins consistoriaux de l'époque d'avant-guerre, qui était un peu, on va dire, vous savez, la tendance israélite, rabbin israélite, un petit peu libéraux comme ça, qui toléraient par exemple les orgues et le micro, le Shabbat, alors que lui n'a jamais accepté cela. Il a fait cette transition avec les rabbins, le judaïsme, le consistoire orthodoxe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et il a surtout insufflé, et ça c'est important de le souligner, à toute une génération de rabbins qui sont aujourd'hui à la retraite et qui vivent pour beaucoup ici. Il a insufflé un souffle. D'abord, cette générosité, ce caractère, cette capacité du rabbin d'être un véritable rabbin de communauté, d'accompagner les fidèles dans leur joie, dans leur mariage, dans leur bar mitzvah, dans leur naissance, mais également dans leur deuil, et d'être toujours aux côtés de ces fidèles, et surtout de leur insuffler aussi l'amour d'Israël. Et c'était un sioniste avant l'heure, puisqu'il était déjà avant-guerre, il militait au Mizrahi. D'ailleurs, vous êtes nombreux de ces enfants sont en Israël, j'imagine. 3. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal. Mais il y a aussi des petits-enfants qui sont là. Et des arrière-petits-enfants. Voilà. Okay. Ouais, donc, alors, je voudrais juste dire un mot sur l'école d'Orsay parce que ça a été vraiment marquant pour toute une génération. On disait d'Orsay que c'était l'illustration de la Torah par l'étude et par la vie. Oui. C'est exactement, c'est une bonne définition. Et surtout, on a accepté à Orsay des personnes, c'était le principe de base, qui avaient un niveau de connaissance du judaïsme zéro et qui n'étaient pas toujours pratiquants. Et on les a acceptés. Et comme il est écrit dans le livre, c'est une citation d'ailleurs d'un livre sur Orsay, et que il y avait des maîtres à Orsay qui acceptaient de donner des cours à des gens qui venaient d'horizons totalement différents et avec des niveaux de pratique, je dirais, assez faibles. Et également, ce qu'il est très important de noter, je pense qu'Orsay a été la première institution, à mon avis, qui a fait le pont entre le judaïsme séfarade et le judaïsme ashkénaze. Et ça, c'était un point très, très important parce que par la suite, je crois que mon père a contribué, et Daniel l'écrit très bien dans le livre, a contribué justement à cette unité de la communauté juive. Cette unité, non seulement pas parce que dans sa propre famille, bien son gendre, le grand rabbin Saül Naori, donc le mari de Nicole était le fils du grand rabbin Rachamim Naori, qui était l'une des grandes sommités du judaïsme algérien. Donc il n'y avait pas de sectarisme chez les Chili, mais par la suite, au moment par exemple de l'arrivée des rapatriés
d'Algérie, dans les années 62. Le grand rabbin Chili, je le raconte dans le livre, allait rendre visite à des rapatriés d'Algérie qui vivaient parfois dans des conditions extrêmement précaires, et il a toujours été présent, y compris pour les rapatriés d'Algérie, mais également pour d'autres originaires d'Afrique du Nord. Je cite l'exemple de Rafi Marciano, qui a été le directeur du centre communautaire de Paris, qui raconte comment le grand rabbin Chili l'a accueilli au séminaire alors qu'il ne faisait pas de cursus rabbinique. Il l'a accueilli au séminaire, et comment il se souvient des chants, des zmirot que l'on chantait dans l'enceinte du séminaire le Shabbat, et pour lui c'est resté gravé dans sa mémoire à jamais. Alors, est-ce que vous pensez, Jacques, que le fait qu'il était orphelin, ça a guidé son engagement toute sa vie ? On a l'impression, quand on lit le livre, qu'il y a une espèce d'identification. Oui, je pense tout à fait. D'abord, sur 2 niveaux. D'abord, le fait qu'il ait eu 6 enfants. Je pense que c'était un peu un moyen de reconstruire. Et d'ailleurs, quand on a parlé du titre « De la tourmente à la reconstruction », je dirais qu'au niveau individuel, il y a une véritable reconstruction à son niveau personnel. Et si on regarde les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui sont là, je pense que c'est le meilleur... Il aurait été fier. Grand kavod, il aurait été fier. Oui, tout à fait. Il aurait été fier parce que je dirais que, de manière générale, on est resté dans sa voie. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, une partie de ses enfants habitent en Israël. Je pense qu'au niveau donc individuel, il y a eu une certaine reconstruction. Je pense effectivement que sur le plan de ses relations personnelles avec les gens, je pense qu'effectivement son histoire personnelle a joué un rôle très important. Et je pense la manière dont il a accueilli justement les rapatriés, des jeunes comme Rafi Marciano et bien d'autres, qui étaient dans le dénuement. Qui étaient dans le dénuement, et qui l'a accueilli parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'internat. Quand les Juifs, d'ailleurs, ça concerne pas seulement les Juifs d'Algérie, parce que Rafi venait du Maroc, Rafi Marciano venait du Maroc, de Tunisie, d'Égypte. Je me rappelle plutôt les Juifs qui arrivaient d'Égypte déjà en 1956-57. Ils étaient accueillis, non pas parce que mon père pensait qu'ils allaient devenir rabbins, peut-être qu'il avait une arrière-pensée tout de même, qu'ils allaient devenir rabbins, et qu'en fait, il fallait accepter. Il y a quelqu'un qui a dit, en fait, il fallait accepter tout le monde. Il n'y avait pas... il n'y avait pas de sélection. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu le traumatisme de la Shoah. Une grande partie des rabbins avaient été déportés. Il avait trouvé, c'est tout à fait impressionnant, au moment du séminaire, à son époque, le séminaire rabbinique bouillonnait. Il y avait plein de gens qui arrivaient. Il n'y avait pas seulement le programme des rabbins, il y avait par exemple le programme des chazanim, il y avait un cursus pour les chazanim. Les chazanim, pour lui, devaient être aussi des enseignants, donc il y avait un cursus pour les enseignants. Normale. Il y avait l'école normale juive, il a été le premier à créer une école normale juive qui permettait de former des enseignants qui sont devenus par la suite des enseignants dans les écoles juives en France. Tous ces gens-là se souviennent de cette époque du séminaire où il y avait une activité débordante en permanence dans le séminaire rabbinique. Et donc il ne restait pas dans les 4 amotes de sa fonction de directeur du séminaire rabbinique uniquement pour former des rabbins. Et je dois signer, puisqu'on parle de la formation des rabbins, il a tout de même formé des rabbins qui sont devenus des grandes figures. Hein. Il a été le maître, c'est lui qui a suscité la vocation de Josie Eisenberg, Zichrono Livracha, qui nous a quittés il y a quelques mois. C'est lui qui a suscité la vocation rabbinique du grand rabbin Yosef Chaim Sitruk, grand rabbin de France, du grand rabbin, il était également présent, il était le maître du grand rabbin Gilles Bernheim. Donc il y a des figures marquantes de la communauté juive, des figures rabbiniques marquantes de la communauté juive. Elles se réclament aujourd'hui du grand rabbin Henri Chili. Alors on aura compris qu'il y a beaucoup de passion, que ce soit de votre côté Jacques et de votre côté Daniel. Apparemment c'est un travail qui vous a enchanté. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que le livre va être traduit en hébreu ou on ne sait pas encore. C'est un projet, peut-être. Juste pour dire à propos de la passion, je dirais que en ce qui me concerne, la passion et l'émotion.
Parce que, évidemment, malgré tout, j'ai été... vous avez dû vous replonger. Oui, il y a eu une immersion qui m'a... D'ailleurs, quand j'en parle, je suis encore très ému. Ouais. Maintenant, en ce qui concerne la traduction en ivrite, on en a parlé. Je ne sais pas... Je ne sais pas s'il y a une nécessité. Je voudrais bien qu'il y ait une demande, mais je n'en sais rien. J'ai déjà j'ai eu quelques contacts avec Yad Vashem, surtout là, pour la période de la guerre. Bien sûr. On pourrait peut-être imaginer qu'une partie du livre soit traduite. En tout cas, en français, je peux vous dire que déjà, il y a un engouement assez impressionnant qui moi-même pas me surprend, parce que d'une certaine manière je comprends l'intérêt de nombreuses personnes qui ont connu le grand rabbin Shili de lire cette biographie, mais même par exemple la maison d'édition qui nous a publié ne s'attendait pas. C'est Édition InPress. J'ai parlé avec sa directrice qui a assisté à la soirée au séminaire rabbinique où il y avait encore 300 personnes. Elle ne s'attendait pas à autant d'engouement pour cet ouvrage. Bon, alors nous, on espère qu'on vous a donné envie de lire le livre, en tout cas de découvrir ce personnage haut et en couleur, le grand rabbin Henri Shili. On peut trouver le livre, bien sûr, dans les librairies françaises, si vous êtes en Israël, vice-versa, à la librairie du Foyer, et puis dans toutes les librairies... on peut les commander à la FNAC. On peut commander à la FNAC, et ben voilà, parfait. Même ça, sur Amazon. Sur Amazon, mais c'est moderne, c'est magnifique. D'ailleurs, à propos grand rabbin Shili, il se faisait jamais appeler grand rabbin. Oui, ça ne m'étonne pas. Il se présentait toujours, d'ailleurs c'est dans le livre, Monsieur Shili. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a dit que c'était peut-être un des seuls grands rabbins qui méritait le titre de Monsieur. Voilà. Et on ne va pas dire qui c'est qui a dit ça, mais c'est dans le livre. Ah ben, on ne va pas tout dire, on ne va pas tout dire. En tout cas, il y a beaucoup d'anecdotes, c'est très, très bien renseigné. Vous pouvez le lire, l'acheter. De la tourmente à la reconstruction. Merci beaucoup, Daniel Haïk. C'est bien d'être de ce côté aussi, ça fait plaisir aussi, oui. Surtout pour parler d'une personne comme le grand rabbin Shili. Ok. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de m'avoir invité. Mais avec plaisir et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.